Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mégaphone, le podcast de l'agence Supermind qui invite des entrepreneurs à venir discuter de leur aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, on reçoit Ingrid Charlaoui, la cofondatrice de Kubri. Bonjour Ingrid. Bonjour Arthur. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, t'es bien là ? Oui, très bien. C'est ton premier podcast, je crois, non ? Premier podcast, intéressant, ça commence bien. Ouais. Oui. Alors, est-ce que tu peux, pour commencer, pitcher un petit peu ton entreprise ? Alors, Kubri, c'est un restaurant libanais qui propose une cuisine et une expérience contemporaine libanaise. Ce qu'on essaye de faire, c'est de tout le temps se baser sur les traditions culinaires libanaises en essayant tout le temps de retwister, moderniser un peu les plats, que ce soit en termes de présentation ou en termes de goût aussi. Donc l'idée, c'était de moderniser un petit peu la nourriture libanaise ? L'idée, c'était plutôt, oui, justement, de moderniser un peu l'image d'un restaurant libanais et de montrer que le Liban, c'est aussi éclectique, c'est aussi vibrant, jeune, divers. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire un peu en termes généraux. J'ai cru comprendre que la chef était une chef du coup libanaise, mais qui était passée ici par Tokyo. Oui. Et du coup, elle a amené un petit peu sa touche dans la restauration. Oui, alors exactement, la chef, c'est une chef d'origine libanaise. Elle s'appelle Rita. Donc, elle a vraiment grandi autour du terroir libanais, de la cuisine libanaise. Elle a un peu voyagé tout au long de son parcours. Elle a fait déjà plein de métiers. Elle a un peu voyagé. Elle a vécu à Bruxelles, elle a vécu au Japon, elle a vécu à Paris notamment. Donc, tout ça l'a un peu inspirée culinairement. Donc, on lui a un peu pitché l'idée. On s'est tout de suite compris. Donc, on a compris qu'on voulait vraiment faire et proposer une cuisine, une expérience qui n'est pas autour de, OK, ça c'est un houmous, ça c'est un taboulé, ça c'est... On voulait vraiment pas se limiter créativement au niveau ni de l'expérience ni des plats. Donc aussi, l'équipe sur place, elle est un peu internationale. On a des gens qui viennent de partout. C'est pas vraiment que des Libanais. C'est rare de voir quelqu'un quand même d'aussi jeune avoir monté son restaurant. C'est quoi un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que tu as fait des études d'hôtellerie Alors moi, j'ai commencé, j'ai commencé par une licence en gestion parce que je pense que je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Par la suite, j'ai travaillé 2 ans chez L'Oréal. Donc, je voulais vraiment travailler dans la cosmétique, en marketing. Donc, j'ai commencé comme ça. Et un jour, je me dis que c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc, j'avais pas vraiment envie de travailler dans ce monde un peu corpo. J'avais envie d'un métier un peu plus... Pas manuel, mais un peu plus... Avec un peu plus d'action. Donc, j'ai travaillé un peu en cuisine. Donc, j'ai eu mon diplôme de cuisine qui n'a pas duré longtemps. J'ai travaillé 1 an dans des cuisines ici à Paris, dont une cuisine étoilée. C'est pas vraiment aussi ce que j'ai aimé de plus. Et j'ai décidé par la suite d'aller faire mon master à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Donc, c'est là où j'ai fait un master en innovation et leadership culinaire. Donc, c'est vraiment un master qui me donne un peu la big picture, donc une idée de qu'est-ce que c'est de fonder une entreprise ou de gérer ou de travailler dans une entreprise F&B, Food and Beverage. Donc après ça, j'ai aussi travaillé dans des groupes de restaurants, en hôtellerie. Et quand je me suis sentie prête, j'ai fondu mon resto avec ma sœur. Et ça a commencé de là. Donc j'ai vraiment essayé de développer une expérience un peu 360 sur la gérance d'un restaurant pour arriver à un stade où je me sens prête d'ouvrir un restaurant. Et c'est comment alors d'ouvrir un restaurant ? C'est comment ? Alors les débuts sont durs. C'est pas très facile au début. Au début, il y a plein de choses qu'on connaît pas en fait, parce qu'il y a aussi l'entrepreneuriat. Le côté entrepreneurial d'avoir un restaurant est assez divers. On doit toucher à tout. On est un peu sur tous les fronts. Il y a la cuisine, il y a le service, il y a l'équipe. Il y a l'équipe, il y a les fournisseurs, il y a plein d'enjeux. Et au début, on est un peu perdu. Et en fait, plus on le fait, plus on s'habitue et plus je pense qu'on apprend et plus on devient efficace. Mais c'est quand même une belle expérience. Je pense que c'est une belle expérience. Du coup, dès l'ouverture du restaurant de Kubri, tu as eu du monde directement ou ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir une salle pleine ? Alors, quand on a commencé, c'était un peu une période difficile parce qu'on a ouvert en novembre. C'était un mois de novembre. L'hiver arrivait, c'était un hiver très rude. Je vais dire que le début était difficile. Donc, on a ouvert. Déjà, on avait fait un petit soft opening. Donc, on avait invité quelques amis. On avait essayé un peu d'entraîner les équipes.
Et c'était 2 jours de soft opening. Et le 3e jour, c'était vide. Donc, on avait 2 tables, 3 tables. Il y a même un soir, on avait 1 table. Et il faisait froid. Et c'est quand même une cuisine un peu autour du soleil. C'est une cuisine ensoleillée. C'est une cuisine avec beaucoup de chaleur. Et il faisait très froid. Et je me rappelle avoir passé 1 mois où je paniquais un peu. Parce que j'avais très peu de monde. On se demandait un peu comment on allait se faire connaître. Donc oui, au début, c'était un peu difficile. Et les choses ont fait que, avec le temps, ça allait de mieux en mieux. Parce qu'on avait de bons retours, parce qu'on a aussi pris ce temps-là pour se concentrer sur l'essence, donc les plats, le training des équipes. Et en fait, on s'entraînait un peu pour le jour où on allait avoir du monde. Et du coup, si j'ai bien compris, tu as ouvert ce restaurant avec ta sœur. Oui, c'est ça. Et comment ça se passe, le business en famille? Ah, bonne question. Très bien, très bien. En fait, ma sœur, elle est basée à Beyrouth, parce qu'on est libanaise. Donc, elle a aussi son groupe de restaurants au Liban qu'elle gère. Et moi, je suis un peu sur l'opérationnel jour au jour. Et ça se passe bien. On a une très belle relation et je pense qu'on communique beaucoup. Et on essaye de communiquer sur tout ce qui se passe, que ça soit négatif ou positif. S'il y a une petite frustration, on en parle. S'il n'y en a pas, on en parle aussi. Donc voilà, quand c'est autour de la communication, je pense que les choses se font bien. On a aussi une grande complicité, donc ça marche. Ça marche bien. Et t'as pas eu peur de te lancer avec ta sœur? Si, j'ai eu peur. Et on a dû avoir pas mal de conversations avant de se dire « Ok, on y va ». On a dû se poser, mettre les points sur les i, se dire tu vas t'occuper de ça, je vais m'occuper de ça, je serai basée ici, tu seras basée ici. Ça, c'est des décisions qu'on prend en commun et ça, c'est des décisions que chacune peut prendre de son côté. Donc, on a eu cette petite peur qui n'était pas énorme, mais ça s'est bien passé finalement. Est-ce que tu as déjà un client qui s'est plaint de la nourriture? Est-ce que j'ai déjà un client? C'est une bonne question. Oui, j'en ai. J'en ai pas beaucoup. J'ai plus des clients qui se sont plaints sur d'autres choses. La nourriture, c'est rare parce que c'est très bon ce qu'on fait. J'ai eu des gens qui disaient que c'était un peu cher. J'ai eu des gens qui disaient que parfois les desserts sont pas, par exemple, au niveau des plats. Ou j'ai eu d'autres gens qui ont dit qu'il n'y avait pas assez d'épices, c'était trop épicé. Donc j'ai pas mal de... Pas pas mal, j'ai peu, mais ça m'arrive d'avoir des gens qui se plaignent. Et encore une fois, il faut vraiment mettre son ego de ce côté dans ces moments-là, parce que je pense que c'est ces gens-là qui nous font avancer le plus. Donc je pense que c'est les gens qui critiquent de qui on peut le plus apprendre. Est-ce que quand tu as ouvert ton restaurant dans le 11e arrondissement, est-ce que les autres établissements autour étaient jaloux? Est-ce qu'ils ont essayé de te mettre des bâtons dans les roues? Ou tu as été très bien accepté comme restaurant libanais à cet endroit-là où il y a aussi beaucoup de restaurants? C'est intéressant parce que 1 mois avant qu'on ouvre, on a vu que dans la rue, il y avait un autre Libanais qui ouvrait. Donc, ça nous a mis à l'aise directement. On ne sait pas vraiment... En fait, ça dépend vraiment des restaurants. Donc, ça dépend vraiment, je pense, de l'âme du restaurateur. Donc, il y a des restaurants qui ont été hyper cordiaux, qui sont venus nous dire bonjour, bienvenue dans la rue. On va t'ajouter au groupe des commerçants du quartier. Et il y a d'autres qui étaient beaucoup plus froids, beaucoup plus réservés. Donc, ça dépend vraiment, je pense, de la culture, l'image du restaurant et des personnes qui y vivent au jour le jour. Donc, j'ai envie de dire bien accueilli et moins bien accueilli. Ok, ça dépend des gens. Oui, ça dépend des gens, vraiment. Pourquoi Kubri? Pourquoi Kubri? Kubri, parce que Kubri, ça veut dire pont en arabe. Ça représente le pont entre les différentes cultures, origines et goûts qu'on associe. On a par exemple un plat à base de halloumi. Donc, le halloumi, c'est un fromage qu'on mange beaucoup au Liban, qui est normalement servi cru ou poêlé. Et là, nous, on le revisite, on le retwiste en le friant avec des cheveux d'ange, avec un miel aux épices. Quand tu as ouvert le restaurant, comment tu t'es fait connaître? Est-ce que tu as utilisé le bouche à oreille avec toute la communauté libanaise à Paris? Ou est-ce que tu as utilisé une agence RP? Est-ce que tu as fait venir un photographe, un vidéaste? C'était quoi un petit peu la démarche de communication pour se faire connaître quand tu es un resto qui arrive à Paris? On a commencé par déjà
au début, ça ne marchait pas beaucoup. Donc, on s'est vraiment dit à un moment donné qu'il faut qu'on se mette un vrai plan de communication. Comment on va se faire connaître, comment les gens vont vouloir envie de venir. Donc, on a commencé par contacter une agence RP qui était spécialisée en restaurant. Donc, c'est tout ce qu'ils font, des restaurants. Donc, au début, ils doivent valider le projet. Et puis, on a développé un dossier de presse avec cette agence-là. Cette agence-là se contacte des journalistes dans le monde culinaire et dans le monde de la food. Et les journalistes qui sont intéressés de venir goûter, ils peuvent venir goûter. Et s'ils veulent écrire, ils écrivent. Mais c'est ni rémunéré ni payé. Donc c'est vraiment nous qui bien sûr rémunérons l'agence de presse, et l'agence de presse invite un maximum de journalistes plus influenceurs. On ne s'est pas beaucoup reposé sur les influenceurs, plus sur le journalisme et les magazines culinaires. Et c'est là que ça a commencé. Donc, on envoie un dossier presse et ils viennent petit à petit. On sait qu'ils viennent, bien sûr, mais bon, il n'y a pas vraiment de contact. Et s'ils aiment bien, ils écrivent. Et on a eu pas mal de parutions qui ont fait que ça a commencé à démarrer. Donc, la campagne de presse a beaucoup aidé. Mmh. Et par la suite, bon, les journalistes en parlent, donc tout le monde commence un peu à en parler. Ils viennent et au final, c'est ce qui fait un peu démarrer l'activité. Et on s'est aussi dit que c'était important d'avoir au début un bon photographe, parce que Instagram, c'est un peu la vitrine. Mmh. C'est hyper important d'avoir une belle DA, d'avoir une cohérence dans un peu... aujourd'hui, je pense que le feed sur Instagram, c'est vraiment c'est découvrir l'univers. C'est pas vraiment... c'est vraiment quand on scrolle sur un feed, on découvre un peu qu'est-ce que cette marque veut dire, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, pour nous, la photographie était hyper importante. Donc, on a vraiment décidé, on n'a pas collaboré avec une agence de communication non plus qui gère les réseaux sociaux, on l'a fait nous-mêmes. Mais on était quand même concentré sur le fait d'avoir un bon photographe et trouver un bon photographe qui peut vraiment véhiculer de la manière la mieux possible la qualité de ce qu'on voulait offrir. Donc ça c'était donc au début on avait un photographe, puis on s'est dit avec le temps, qu'on a commencé un peu à voir qu'est-ce qui est important sur Instagram pour être un peu plus visible. Il y a la vidéo qui est aussi importante. Donc aujourd'hui les reels c'est hyper important. Il faut communiquer de manière régulière, mettre des stories. Il faut être hyper actif pour justement être plus visible et pour que les gens se rappellent un peu de nous. Vous arrivez à poster assez régulièrement des reels On y arrive, mais pas seul. Il faut vraiment que quelqu'un vienne. Il faut vraiment de l'aide pour ça. C'est pas vraiment sauf si on est vraiment passionné. Je pense que là on peut, mais il faut vraiment de l'aide sur ces sujets-là. Donc voilà. Maintenant, on a récemment commencé à travailler avec une agence de communication qui nous développe un peu notre contenu sur un plan quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on va poster quand, de quoi on va parler ce mois-ci, quels sont les événements spéciaux, quel type de vidéo on va faire, quel type de reel on va faire. Et voilà, ça aide beaucoup. Et c'est surtout Instagram, où il y a par exemple LinkedIn, YouTube, est-ce qu'il y a encore Facebook aussi ? Alors, idéalement, c'est d'être partout. Idéalement, c'est d'être sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, sur Facebook. Oui, Facebook, je ne sais plus si... Mais vous êtes partout ? On n'est que sur Instagram. Moi, idéalement, j'aimerais bien être sur LinkedIn parce que c'est intéressant aussi d'avoir une vraie présence pour le recrutement, parce que le recrutement en restauration, c'est très difficile. C'est un métier un peu en tension. Les gens quittent un peu le métier, ont un peu quitté ce métier après le Covid. Donc, la crise du Covid a engendré une crise dans l'industrie de la restauration qui est assez difficile. Plein de gens se sont dit « Ok, je peux faire quelque chose d'autre. Je peux faire un métier moins difficile en ne travaillant pas les samedis, dimanches. » Donc, plein de gens sont partis. Donc, ça serait intéressant d'être sur LinkedIn aussi, parce que LinkedIn, c'est aussi l'image de l'employeur. C'est aussi... Mais j'ai pas le temps, on n'a pas le temps, on est tout le temps en train de courir. Donc, idéalement, ça serait très cool d'être présente partout. YouTube, Facebook. Vous avez eu des influenceurs aussi qui sont venus ? Oui, on a eu des influenceurs. C'est des gens que vous payez ou ils viennent gratuitement ? Alors, on n'a payé personne. Ils sont venus gratuitement. Certains influenceurs sont venus via notre campagne de presse. D'autres sont venus tout seuls.
Et en ce moment, on en a pas mal qui viennent tout seuls parce qu'ils ont entendu parler, parce que les gens en parlent. Donc, Et ils se présentent comme étant des influenceurs ou ils viennent en tant que... ils se présentent pas en tant qu'influenceurs. On apprend le lendemain que c'est un influenceur. Donc c'est assez cool. Donc ça nous donne un peu de visibilité sans même qu'on en demande. Mais au début, on a dû inviter quelques influenceurs pour se faire connaître. Et l'impact qu'ils ont est vraiment... Oui, et ça dépend. En fait, je pense que ça dépend de l'influenceur. Il y a des micro-influenceurs qui ont une communauté moyenne, je dirais, mais qui ont beaucoup d'influence. Donc, on peut trouver un influenceur qui a 10 000 followers, mais il va quelque part et les gens suivent. Comme on peut avoir des influenceurs avec 500 000 followers qui n'ont pas d'impact et pas de reach sur la communauté qui les suit. Donc, je pense que ça dépend vraiment, en fait, des types de personnes qui viennent. Ingrid, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait lancer son restaurant, quel serait-il ? Un conseil, c'est être patient, vraiment. Je pense que c'est le seul conseil que je pourrais donner. Au début, on galère un peu, on apprend beaucoup, on s'impatiente aussi, on a envie que ça marche tout de suite. Mais je pense que en fait, lancer et monter un restaurant, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup de remise en question aussi. Et je pense que pour que ça marche, on doit passer par ces étapes-là. Et l'impulsivité n'aide jamais, que ce soit avec l'humain, avec les employés, avec soi-même, avec les décisions qu'on prend. Je pense qu'il faut vraiment être patient. Tu penses qu'il y a de la place pour tout le monde ? Oui, pour tout le monde qui est passionné et qui a bon goût. Je rigole. Je rigole. L'important, c'est de se réveiller et de se dire j'ai envie de faire ça. C'est ce que j'ai envie d'apprendre ça. Et je pense que n'importe qui, oui, peut faire ce métier quand on aime manger, servir et quand on aime faire plaisir à l'autre. Et Ingrid, dernière question, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ? Je le referais à 150%. Je le referais peut-être pas de la même manière. Peut-être que je serais un peu plus patiente, comme je disais avant, la patience c'est important. Peut-être que j'aurais abordé le sujet et le projet de manière plus patiente, mais je le referais à 100% parce que c'est une super expérience, c'est hyper formateur. Je pense que j'ai pris... j'ai beaucoup gagné en sagesse. C'était une année... donc ça fait qu'1 an et demi qu'on est ouvert, donc c'était une année très intense en émotions, en travail, en heures, mais je le referai. Parce que à la fin de la journée, c'est un très beau métier où on voit juste des gens contents, des gens heureux, des gens en train de boire. C'est un moment de partage, de convivialité, tout le temps autour de nous. Donc, c'est vraiment passionnant comme métier. Donc oui, je le referai 1001 fois. Super. Merci Ingrid. Merci Arthur. Et on se retrouve à Cubry, alors, au 108 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Je vous attends. Et si c'était à refaire un épisode de podcast, est-ce que tu le referais ? Oui, je le referai, oui, différemment aussi. Allez, merci beaucoup. Merci.